Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République, Bazoum Mohamed, poursuit sa tournée dans la région du Tawa pour des contacts directs avec les populations des zones affectées par le terrorisme. Après Tilia hier, c'est au tour de Tebaram et Bagaroua d'accueillir ce jour le chef de l'État. C'est la base militaire du 43e bataillon interarmes de Tilia qui constitue la première étape de cette tournée en profondeur du président de la République, Bazoum Mohamed, dans les zones affectées par le terrorisme au niveau de la région de Tawa. Ainsi, les chefs coutumiers et religieux de Tilia ont longuement échangé avec le chef de l'État sur notamment l'épineuse question sécuritaire, ses conséquences et les voies et moyens pour mettre fin à ce terrorisme. Auparavant, c'était avec les locataires de cette base militaire et leurs responsables que le chef suprême des armées s'est entretenu. Occasion pour Bazoum Mohamed de réitérer son engagement à doter les forces de défense et de sécurité de moyens conséquents afin de mieux accomplir leur mission. Je suis venu spécialement ici pour vous dire notre gratitude, pour vous dire notre fierté. Il n'y a pas très longtemps encore, vous avez été face à des épreuves où vous avez payé un tribut très fort. Je voudrais rendre hommage aux hommes qui ont laissé leur vie dans ce combat. Je voudrais vous présenter mes condoléances attristées. Je voudrais toujours avoir ces soldats exemplaires en mémoire pour ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils représentent. Mais dans les résultats, je sais que leur sacrifice n'a pas été vain et en cela, ils ont rendu un grand service à notre pays. Dans leur mot de bienvenue, le premier responsable politique du département, tout comme le maire élu de Tebaram, ont de prime abord présenté leur entité administrative avant d'évoquer la question sécuritaire. Cette situation traumatise sérieusement la population, affecte le fonctionnement des services, santé, école, communication et impacte lourdement sur la vie économique, marché hebdomadaire non animé. On constate déjà des départs des populations vers les localités plus en sécurité. Monsieur, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, voilà le quotidien actuel de la commune rurale de Tebaram. La sécurité, a-t-on coutume de dire, est une condition essentielle du développement économique et social. Votre présence dans la commune rurale de Tebaram, au niveau de laquelle la question de la paix et la sécurité est d'une actualité brûlante, car devenu ces derniers temps le lieu d'attaque des bandits armés et des organisations criminelles, faisant d'elle un espace exposé et vulnérable. Excellent. En réponse, le chef de l'État, tout en remerciant la population pour cette mobilisation, a tenu à rassurer les filles et les fils de Tebaram que toutes leurs préoccupations sont prises en compte et des solutions idoines interviendront dans un bref délai. A noter qu'en début de ce mois de janvier, Tebaram a été le théâtre d'une attaque terroriste avec des actes de vandalisme sur plusieurs infrastructures de la commune, dont le siège de la mairie qui reçoit ainsi la visite du président de la République. Situé à une trentaine de kilomètres de la commune rurale de Tebaram, le chef-lieu du département de Bagaroua reçoit à son tour le chef de l'État qui est porteur d'un message d'espoir et de lendemain meilleur pour l'ensemble des populations nigériennes. Très touché par cette visite du président de la République, un citoyen de Bagaroua lui a gracieusement offert un dromadaire. Vous voulez un accroissement exponentiel du nombre, c'est-à-dire que ce chiffre-là est passé en 2013 à 217 000 réfugiés. À aujourd'hui, on est à 2,5 millions, c'est-à-dire que ça a été multiplié pratiquement par 10. Et cela, naturellement, n'est pas sans conséquence en termes donc, humanitaires, notamment en termes de besoins, principalement pour les femmes et pour les enfants, dont nous sommes quand même des acteurs œuvrant pour la promotion et la protection des droits donc, de ces derniers-là. Rien que l'année 2021, il y a eu plus de 800 attaques meurtrières. Vous savez, chaque jour, nous entendons ça et là, des attaques par-ci, des bombes qui ont été placées par-ci.
Tout récemment, c'est presque à une vingtaine de kilomètres de Niamey que des bombes ont été désamorcées. Donc tout cela, en tout cas, montre que, nonobstant, en tout cas, l'appui de nos partenaires, cette crise-là, on n'arrive pas, en tout cas, à la solutionner. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, ce communiqué tombe à juste titre, au vu de la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau donc, du Mali, avec ce bras de fer entre ce pays frère et la CEDEAO. Nous voyons bien que ici, la sagesse n'avait pas prévalu, parce qu'au moment où on alerte sur la recrudescence, en tout cas de ces attaques meurtrières, qui poussent beaucoup de populations à se déplacer, à titre illustratif, par exemple, au Burkina Faso, on a dénombré à peu près plus d'1,5 million Burkinabés qui se sont déplacés, qui sont hors de leur foyer. Et au Niger, rien que les régions de Tillabéri et de Tawa ont connu, en tout cas, une hausse des personnes déplacées à hauteur de 53%. Vous voyez, tout récemment, il y a eu également une agence des Nations Unies qui avait alerté par rapport à la fermeture des écoles, rien que dans la région de Tillabéri, où nous avons 53 000 enfants qui n'y vont pas à l'école. Donc c'est dire que, avec ces déplacements massifs de nos populations, fuyant effectivement les attaques meurtrières de ces groupes armés non étatiques, on voit très bien qu'il y a une forte demande sociale en termes humanitaires, notamment en termes d'abri, en termes de nourriture, en termes de soins, etc., mais également de protection contre les abus sexuels et sexistes exercés sur les enfants, les filles et puis les femmes. Je pense que la situation, elle est vraiment alarmante, elle est dramatique. Et nous, en tant qu'acteurs, comme je l'ai dit tantôt, notre préoccupation, c'est par rapport aux femmes et aux enfants. Vous voyez, les écoles qui sont brûlées, les déplacements là, souvent on laisse tout derrière. Vous voyez, ça tombe au moment indiqué. Aujourd'hui, par exemple, on a subitement connu une baisse de température au niveau de la région de Niamey. Il fait extrêmement froid. Vous imaginez des déplacés internes qui sont dans des abris de fortune, l'impact que ce genre de climat peut avoir sur les enfants en termes, par exemple, de rhume, en termes, par exemple, de beaucoup de maladies, de paludisme, etc., etc. Et c'est pourquoi je pense que nos pays doivent conjuguer leurs efforts pour qu'il y ait d'abord au niveau interne une cohésion sociale pour faire un affront contre effectivement ces forces du mal. Selon une enquête menée par un journaliste nigérien, les 47 ans d'exploitation de l'uranium à Cominac est un drame social et environnemental au Niger. Dans cette enquête, Seriba Youssouf explique au cas par cas les points sur lesquels a porté l'enquête. On écoute un extrait avant de suivre l'intégralité de l'interview qu'il nous a accordée. Cette enquête, nous l'avons initiée dans un premier temps dans le but de nous intéresser uniquement à une catégorie de travailleurs qui sont appelés les travailleurs sous-traitants. Ce sont les travailleurs qui ne sont pas en contrat direct avec Cominac et qui sont mis à la disposition de la Cominac par des entreprises tierces. Donc, ce ne sont même pas des entreprises en mode uniforme, c'est juste des entrepreneurs qui ont des entrées à Cominac, donc qui arrivent à avoir des contrats de sous-traitance. Et lorsque nous avons donc entrepris nos investigations, et le sujet était tellement complexe qu'il fallait présenter un tableau global de ce qui se déroule à Arlit, ce qui s'est passé depuis le début de l'exploitation, aujourd'hui 47 ans. Et donc, nous avons essayé de traiter tous les aspects, si on peut le dire, qui ont traité de l'exploitation minière à Arlit durant ces 47 ans. Vous avez, par exemple, nous avons travaillé en ce qui concerne l'extraction du minerai en tant que tel dans la mine. Nous avons traité de l'aspect social qui concerne justement ces travailleurs. Et nous avons traité également du rapport que ces travailleurs avaient avec la sécurité sociale. Très malheureusement, ici à ce niveau, les révélations étaient vraiment choquantes. Vous avez des détournements des cotisations de ces travailleurs-là au niveau de la caisse sociale. Les responsables de la caisse sociale avaient détourné des cotisations. Et les entrepreneurs
d'abord qui sont censés verser ces cotisations jouent à la mauvaise foi, versent souvent, ne versent pas, et ils ne déclarent pas leurs agents avec les vrais chiffres. Pour vous donner un exemple, un travailleur sous-traitant qui est payé à 150 000, d'ailleurs c'est le plus gros montant de salaire de sous-traitant, ils sont 813, et sinon la moyenne dispose d'un salaire qui vacille entre 60 et 70 000 francs. Que seuls quelques cadres prétendent à un traitement salarial de 150 000. Donc vous avez un agent qui est payé à 150 000, qui est déclaré par son patron à 50 000 francs de salaire, juste pour pouvoir verser des miettes comme cotisation salariale, cotisation pour la sécurité sociale. Et ce sont ces miettes-là qu'un individu, enfin un responsable de la caisse avait cru nécessaire de détourner. Heureusement, il propice derrière le barreau actuellement pour détournement de fonds et faux en écriture publique. Parce que effectivement, lorsque ces entreprises versaient ces cotisations, ils leur délivraient des faux reçus. Donc l'affaire a été découverte, il avait été traduit devant les tribunaux et aujourd'hui il est en train de purger sa peine d'emprisonnement. Et après cette question sociale, vous avez aussi la question du réaménagement de la mine aujourd'hui qui est au centre de toutes les questions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le samedi dernier un accident sur le site qui s'est soldé très malheureusement par la mort de 2 ingénieurs, dont un Nigérien et l'autre un expatrié. Donc, nous profitons de votre antenne pour présenter nos condoléances aux familles des personnes décédées et souhaiter également un prompt rétablissement aux blessés. Et cet accident-là, ce drame-là, parce que ça ne t'a traduit, si besoin en est, c'est-à-dire des préoccupations qui sont autour de ce réaménagement. Plusieurs questions avaient été soulevées au moment où Cominac avait soumis son projet de réaménagement aux autorités, l'avant-projet de réaménagement. Et ce projet-là, malheureusement, avait été validé par les autorités nigériennes sans contre-expertise. Youssouf Seriba, journaliste reporter que vous retrouverez en intégralité en partie magazine de ce journal. Et puis, cette brève, un incendie s'est déclaré ce mardi dans l'après-midi à l'école Gawé 2 de la rive droite. Fort heureusement, plus de peur que de mal, le feu a été très vite maîtrisé grâce à la prompte réaction des élèves et des sapeurs-pompiers. Pas de perte en vies humaines ni de blessés, seulement des classes calcinées comme vous les voyez sur ces images. Le volet reportage de cette édition nous amène à la foire agricole de la place Toumou. Cette foire est organisée chaque année par les agriculteurs de la région d'Agadez. Plusieurs produits sont exposés, parmi lesquels l'orange. Le reportage est de Nafissé Yahya et Abdel Nasser Seydou. C'est désormais devenu une tradition pour les agriculteurs de la région d'Agadez de se retrouver en cette période de l'année pour une exposition vente des produits agro-sylvicoles de leur localité. Comme chaque année, l'orange constitue le produit phare de cette foire. Nous sommes ici à peu près 7 jours. Les fruits, ça vient de Timia. De Timia Agadez, oui. Le marché est bon. Dieu merci. Les kilos des oranges, on vend à 1000 francs. 1000 francs, mais même 900, on vend. Nous avons beaucoup remercié les clients. Plusieurs variétés d'oranges sont exposées par les revendeurs. Nous avons exposé des oranges, des mandarines, des pamplemousses, des raisins, des grenadines. Ici, il y a 2 types d'oranges. Il y en a les oranges comme ça. Il y en a orange sanguine, mais on n'a pas amené ça jusqu'à présent. Avec, il y en a un autre tonjalou. Les plus grands là, c'est les pamplemousses. Il est à noter une faible présence des produits à cette foire, due à la campagne agricole qui n'a pas répondu à l'attente des agriculteurs liée aux caprices de la saison.
Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'interview que nous a accordé le journaliste reporter Youssouf Seriba sur l'enquête qu'il a menée sur les 47 ans d'exploitation d'uranium à Cominac qu'il qualifie de drame social et environnemental au Niger. Très bonne réception. Et cette enquête, nous l'avons initiée dans un premier temps dans le but de nous intéresser uniquement à une catégorie de travailleurs qui sont appelés les travailleurs sous-traitants. Ce sont les travailleurs qui ne sont pas en contrat direct avec Cominac et qui sont mis à la disposition de la Cominac par des entreprises tierces. Ce ne sont même pas des entreprises en bon uniforme, c'est juste des entrepreneurs qui ont des entrées à Cominac, donc qui arrivent à avoir des contrats de sous-traitance. Et lorsque nous avons donc entrepris nos investigations, et le sujet était tellement complexe qu'il fallait présenter un tableau global de ce qui se déroule à Arlit, ce qui s'est passé depuis le début de l'exploitation, aujourd'hui 47 ans. Et donc, nous avons essayé de traiter tous les aspects, si on peut le dire, qui ont traité de l'exploitation minière à Arlit durant ces 47 ans. Vous avez, par exemple, nous avons travaillé en ce qui concerne l'extraction du minerai en tant que tel dans la mine. Nous avons traité de l'aspect social qui concerne justement ces travailleurs. Et nous avons traité également du rapport que ces travailleurs avaient avec la sécurité sociale. Très malheureusement, ici à ce niveau, les révélations étaient vraiment choquantes. Vous avez des détournements des cotisations de ces travailleurs-là au niveau de la caisse sociale. Les responsables de la caisse sociale avaient détourné des cotisations. Et les entrepreneurs, d'abord, qui sont censés verser ces cotisations, jouent à la mauvaise foi, versent souvent, ne versent pas. Et ils ne déclarent pas leurs agents avec les vrais chiffres. Pour vous donner un exemple, un travailleur sous-traitant qui est payé à 150 000, d'ailleurs c'est le plus gros montant de salaire de sous-traitant, ils sont 813, et sinon la moyenne dispose d'un salaire qui vacille entre 60 et 70 000 francs, que seuls quelques cadres prétendent à un traitement salarial de 150 000. Donc vous avez un agent qui est payé à 150 000, qui est déclaré par son patron à 50 000 francs de salaire, juste pour pouvoir verser des miettes comme cotisation salariale, cotisation pour la sécurité sociale. Et ce sont ces miettes-là que un individu, enfin un responsable de la caisse avait cru nécessaire de détourner. Heureusement, il propice derrière le barreau actuellement pour détournement de fonds et faux en écriture publique. Parce que effectivement, lorsque ces entreprises versaient ces cotisations, ils leur délivraient des faux reçus. Donc l'affaire a été découverte, il avait été traduit devant les tribunaux et aujourd'hui il est en train de purger sa peine d'emprisonnement. Et après cette question sociale, vous avez aussi la question du réaménagement de la mine aujourd'hui qui est au centre de toutes les questions. On n'est pas sans le savoir qu'il y a eu le samedi dernier un accident sur le site qui s'est soldé très malheureusement par la mort de 2 ingénieurs, dont un Nigérien et l'autre un expatrié. Donc, nous profitons de votre antenne pour présenter nos condoléances aux familles des personnes décédées et souhaiter également un prompt rétablissement aux blessés. Et cet accident-là, ce drame-là, parce que ça ne tend, traduit, si besoin en est, c'est-à-dire des préoccupations qui sont autour de ce réaménagement. Plusieurs questions avaient été soulevées au moment où Cominac avait soumis son projet de réaménagement aux autorités, l'avant-projet de réaménagement. Et ce projet-là, malheureusement, avait été validé par les autorités nigériennes sans contre-expertise. C'est-à-dire que c'est Cominac, pour le dire clairement, Orano, et une entreprise très puissante et expérimentée dans le domaine, qui a élaboré son projet de réaménagement, qu'il a soumis aux autorités publiques, donc le ministère des Mines, et qui a cru bon de valider ce projet tel qu'il a été présenté par Orano.
sans contre-expertise. Et très malheureusement, pour vous donner un peu de l'amateurisme qui a prévalu sur ce point-là, une étude comparative de ce projet-là avec un document d'une structure internationale qui produit un canevas qui est considéré aujourd'hui comme étant la norme, et avait révélé un écart important entre le projet de réaménagement de Cominac et ce canevas qui est considéré comme la norme. Cela avait été présenté, et donc les autorités nigériennes, Orano, avaient été alertées. Malheureusement, à l'époque, c'était en 2019, Orano avait dit que bon, ils vont prendre en charge les recommandations, les insuffisances pour pouvoir les corriger. Aujourd'hui, avec cet accident-là, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que ces écarts-là avaient été pris en charge? Parce que nous venons juste de commencer le réaménagement. Parce que je rappelle que ce réaménagement doit durer une dizaine d'années. Ça va s'acheminer en 2032. Ça vient juste que de commencer avec les désinstallations, le démantèlement de l'usine. Vous avez après le démantèlement des installations, vous avez le réaménagement de la mine souterraine, vous avez également le traitement des déchets radioactifs qui sont de l'ordre de 20 millions de tonnes exposées à l'heure libre à Arlit. Donc tous ces aspects-là doivent être traités d'ici 2032. Très malheureusement, il n'y a pas un contrôle, selon ce que nous avons constaté, digne de ce nom pour pouvoir suivre ce projet de réaménagement. Et la preuve aujourd'hui, vous avez un accident, alors que ce sont juste le début des travaux, et sur des questions physiques. Maintenant, il y a des questions aussi, malheureusement, radiologiques, qui ne tuent pas sur le champ, mais qui tuent à petit feu. La radioactivité, je souligne ici, a une durée de vie de milliards d'années. Donc, si ça n'a pas été traité, ce sont la population d'Arlit et des environs qui vont en pâtir. Et très malheureusement, on a l'impression que les autorités publiques, le ministère des Mines particulièrement, n'est pas en train de traiter cette question-là avec la rigueur nécessaire. Peut-être parce que il y a une entreprise derrière qui est très puissante, ça on le sait, mais c'était une raison de plus pour les autorités nigériennes d'être vraiment sur les gardes afin que ce projet puisse être vraiment mené à bon escient. Donc c'est un peu ça que nous avons essayé de révéler à travers notre enquête, parce que ce qu'il faut souligner, Orano avait exploité de l'uranium durant 47 ans. Le minimum aujourd'hui qu'elle puisse faire, c'est de vraiment rétrocéder à l'état du Niger un site vraiment dépourvu de toute radioactivité. Ça, c'est le minimum. Ils ont eu suffisamment d'argent, ils ont eu suffisamment de milliards d'euros. Le minimum aujourd'hui, vraiment le strict minimum, c'est de rétrocéder à Arlit un site vraiment conforme où on peut vivre sans inquiétude. Parce que ils ont eu à mener des réaménagements ailleurs. Je peux vous citer ici le cas d'un site au niveau du Gabon, un tristement célèbre site qui s'appelle Mounana, où ils ont extrait de l'uranium aussi durant une quarantaine d'années. Il y avait eu un projet de réaménagement qui a été fait en 99, et aujourd'hui, 20 ans après, des études ont été menées qui ont révélé que ce site aujourd'hui c'est une véritable catastrophe. La population de Mounana a perdu pour parler avec les chiffres, par exemple, vous avez par exemple en 99 une population qui avoisinait les 12 000 habitants. Aujourd'hui, cette localité ne compte pas plus de 6 000 habitants, parce que tout simplement le site n'était pas vivable. Les anciens travailleurs souffrent de maladies, de cancers, de maladies respiratoires, et finalement c'était une véritable catastrophe. Exactement, tout porte à croire que nous sommes dans ce schéma-là. C'est vrai que Arlit, c'est une ville où par le passé il y a eu beaucoup d'argent,
on appelait à l'époque Petit Paris, mais la ville en tant que telle économiquement ne vivait pas. Vous avez juste des populations qui ont de l'argent parce que il y a une exploitation économique qui génère de l'argent, et aujourd'hui cette exploitation est arrivée à son terme et vous avez juste les conséquences, et ça sera très dramatique pour les années à venir pour le département d'Arlit et particulièrement la commune d'Akokan.